J'ai emmené le téléphone portable endommagé de ma belle-fille en réparation, mais le technicien qui l'a réparé m'a appelé à part et m'a murmuré « Annulez vos cartes, changez vos mots de passe et fuyez immédiatement ». Quand je lui ai demandé ce qui se passait, il a tourné le téléphone dans ma direction et ce qu'il m'a montré m'a glacé le sang. Mais avant de continuer, assurez-vous d'être déjà abonné à la chaîne et écrivez dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Nous adorons savoir jusqu'où nos histoires voyagent. Je m'appelle Thérèse, j'ai 65 ans et jusqu'à il y a 3 jours, je croyais avoir une vie parfaitement normale. Je vis dans une maison confortable à Lyon avec mon mari, Richard, 67 ans. Nous sommes de jeunes retraités. J'étais professeur d'histoire et lui, ingénieur. Nous avons un fils unique, Alexandre, marié depuis 5 ans à Sophie. Notre belle-fille m'a toujours semblé être une jeune femme charmante, diplômée en gestion, intelligente, jolie, travaillant dans un cabinet de conseil financier. Alexandre l'a rencontrée lors d'une soirée chez des amis communs, et ils se sont mariés en moins d'1 an. Parfois, je la trouvais un peu distante, mais j'attribuais cela au stress du travail et à sa personnalité plus réservée. Tout a commencé mercredi dernier, quand Sophie est venue nous voir seule, ce qui était inhabituel, car elle et Alexandre venaient normalement ensemble le week-end. Elle est arrivée agitée, disant qu'elle avait un problème avec son téléphone. L'écran était complètement brisé et elle a demandé si je connaissais un endroit fiable pour le faire réparer. J'ai cassé mon téléphone sans faire exprès, et j'ai besoin qu'il fonctionne dès aujourd'hui pour une réunion importante demain. Alexandre est en voyage d'affaires et je ne sais absolument pas où l'emmener, a-t-elle expliqué. Par coïncidence, j'avais fait réparer mon propre téléphone la semaine précédente dans une petite boutique du centre-ville. Le propriétaire, Julien, fils d'une ancienne collègue de l'école où j'enseignais, était très compétent. Je lui ai proposé d'y emmener son appareil. « Ce serait parfait, Thérèse. Tu me sauverais la vie », dit Sophie en me tendant le téléphone. Le code est 280 218, notre anniversaire de mariage. Je dois filer au bureau maintenant. Est-ce que je peux passer le récupérer ce soir? J'ai accepté. Bien sûr. J'ai pris le téléphone et j'ai conduit jusqu'à la boutique de Julien. Le local était petit, coincé entre une pharmacie et une boulangerie, avec une enseigne discrète, Réparations Express. Quand je suis entré, Julien était penché sur une table remplie d'outils minuscules et d'appareils électroniques démontés. « Madame Thérèse, quel plaisir de vous revoir », me salua-t-il avec un sourire. Je lui ai expliqué le problème du téléphone de ma belle-fille et il m'a assuré qu'il pourrait le réparer en quelques heures. « Je reviens après le déjeuner », ai-je dit en lui donnant l'appareil et le code. J'ai passé l'après-midi à faire des courses et vers 16h, je suis retourné à la boutique. Julien était seul et quand il m'a vu entrer, son visage a changé. L'expression sympathique a fait place à quelque chose que je n'ai pas pu déchiffrer sur le moment, de l'inquiétude, de la peur. « Madame Thérèse », dit-il à voix basse, jetant un rapide coup d'œil vers la porte, comme pour vérifier que personne d'autre n'était là. « Le téléphone est prêt, mais je dois vous montrer quelque chose, madame. » Je fronçai les sourcils confuse. « Un problème avec l'appareil ? Non, pas avec l'appareil, répondit-il. Et puis il s'est approché, parlant presque en chuchotant. « Annulez vos cartes, changez vos mots de passe et fuyez immédiatement. » J'ai senti un frisson parcourir mon dos. « Quoi ? De quoi parlez-vous, Julien ?» Il me fit signe de m'approcher, déverrouilla le téléphone de Sophie et entra dans l'application de messagerie. Il navigua jusqu'à un dossier nommé Plan B et me montra l'écran. « Mon sang se glaça. » C'étaient des messages échangés entre Sophie et mon fils, détaillant un plan pour me tuer. « Maman devient de plus en plus oublieuse », disait un message d'Alexandre. « C'est le moment parfait. Le docteur documente déjà ses pertes de mémoire à ma demande. Personne ne se posera de questions quand ça arrivera. » La réponse de Sophie me retourna l'estomac. « L'assurance vie d'elle et de ton père s'élève à près de 500 000 €. Avec la vente de la maison après, nous aurons assez pour recommencer à zéro loin de Lyon. » J'ai senti mes jambes flageoler et j'ai dû m'appuyer sur le comptoir. « Ce n'est pas possible, » murmurai-je. Plus pour moi-même que pour Julien. « Madame Thérèse, je vous jure que je ne voulais pas m'en mêler. » Quand je testais le téléphone après la réparation, une notification est apparue et j'ai accidentellement vu ces messages. Je ne pouvais pas ignorer ça. « You have » Je continuais de faire défiler la conversation, les yeux exorbités par l'horreur. Ils discutaient des méthodes, des dates, de comment faire passer ça pour un accident domestique. Ils parlèrent de médicaments qu'ils pourraient utiliser, de doses qui seraient fatales pour une femme de mon âge, souffrant d'hypertension. Mon propre fils et sa femme
planifiant froidement ma mort. Il prévoit aussi de tuer Richard, murmurai-je, sentant le souffle me manquer. La conversation détaillait comment il s'y prendrait pour éliminer mon mari ensuite. Il faut que ce soit à quelques semaines d'intervalle, écrivait Alexandre. Un couple de personnes âgées mourant en même temps éveillerait les soupçons. Julien a verrouillé la porte de la boutique et a retourné le panneau sur « Fermé ». Il m'a apporté un verre d'eau et m'a aidé à m'asseoir. « Vous devez aller à la police », dit-il d'une voix ferme mais douce. Je secouai la tête, encore sous le choc. Ils ne me croiront pas. C'est la parole d'une vieille dame oublieuse contre mon fils et ma belle-fille, des gens respectables dans la société. Alors, madame, vous devez rassembler des preuves, et vous devez vous protéger. Il avait raison. J'ai pris le téléphone avec des mains tremblantes et j'ai commencé à prendre des photos des messages avec mon propre appareil. J'ai tout documenté. Les dates, les heures, le plan détaillé, les mentions du médecin de famille qui était apparemment manipulé pour créer un historique de démence. Julien, pourriez-vous restaurer le téléphone exactement comme il était? Je ne veux pas qu'il sache que nous avons découvert quelque chose. Il accepta et nous avons travaillé ensemble pendant encore 1 heure. Quand il eut fini, le téléphone de Sophie semblait intact, sans aucun signe que ses messages secrets avaient été découverts. En sortant de la boutique, j'avais l'impression d'être dans un cauchemar. Le ciel gris de Lyon semblait encore plus sombre. Comment allais-je rentrer à la maison? Comment allais-je regarder Richard en sachant que notre fils unique prévoyait de nous tuer? Pire encore, comment allais-je faire face à Sophie quand elle viendrait chercher le téléphone? En rentrant, j'ai planifié chaque étape. D'abord, je devais alerter Richard sans trop l'effrayer. Ensuite, nous devions agir vite, mais intelligemment. Si Alexandre et Sophie se doutaient que nous savions quelque chose, ils pourraient accélérer leur plan ou créer une nouvelle stratégie. Le poids de la trahison était presque insupportable. Mon fils, que j'ai porté dans mon ventre, que j'ai allaité, que j'ai aidé avec ses devoirs, que j'ai consolé après sa première rupture. Il planifiait ma mort pour de l'argent. Je garai la voiture devant notre maison et pris plusieurs grandes respirations. Je devais rester calme. Le jeu de la vie ou de la mort avait commencé et je devais être plus maligne que ces 2 jeunes qui pensaient qu'une vieille dame oublieuse serait une proie facile. Ils ne savaient pas que cette femme avait affronté les manifestations de mai 68 quand elle était étudiante, qu'elle avait élevé un fils seul pendant que son mari voyageait pour le travail, qu'elle avait survécu à un cancer du sein il y a 5 ans. S'ils pensaient que j'allais me laisser faire, ils se trompaient lourdement. Je sortis de la voiture, tenant le téléphone de Sophie comme s'il s'agissait d'une bombe sur le point d'exploser. J'entrai dans la maison où ma vie ne serait plus jamais la même. Richard était dans le salon, regardant les informations comme tous les soirs. Son visage familier, avec ses cheveux gris et ses lunettes de lecture sur le bout de son nez, m'offrit un instant de normalité au milieu du chaos qui s'était installé dans ma vie. « Tu as pu régler le problème du téléphone de Sophie ?» demanda-t-il distraitement, sans quitter la télévision des yeux. J'avalai ma salive. « Oui, il est réparé. » Je devais le lui dire, mais je ne savais pas par où commencer. Comment dire à son mari de 40 ans que votre fils unique veut vous tuer tous les deux? « Richard !» appelai-je, ma voix plus ferme que je ne l'aurais cru. « J'ai besoin de te montrer quelque chose. C'est grave. » Quelque chose dans mon ton a dû l'alerter, car il éteignit immédiatement la télévision et me regarda attentivement. « Qu'est-ce qui s'est passé, Thérèse ?» Je m'assis à côté de lui et lui montrai les photos que j'avais prises des messages. J'observais son visage pendant qu'il lisait. La confusion initiale, suivie de l'incrédulité puis de l'horreur, et enfin, d'une douleur si profonde que je pensais qu'il allait s'effondrer sur place. « Non !» murmura-t-il d'une voix étranglée. « Il doit y avoir une erreur, Alexandre. »« Jamais. Je ne voulais pas y croire non plus, » répondis-je en tenant ses mains tremblantes. « Mais ce sont eux, Richard. C'est le numéro d'Alexandre. C'est sa façon d'écrire. Et Sophie qui répond depuis son téléphone, qui est ici avec moi. » Richard ferma les yeux, prit plusieurs grandes respirations. Quand il les rouvrit, je vis quelque chose que je voyais rarement, une détermination absolue. « Qu'est-ce qu'on va faire ?» demanda-t-il. Je lui expliquai mon plan initial. Tout documenter, vérifier nos comptes bancaires, changer les mots de passe, annuler les cartes partagées, enquêter sur le médecin qui pourrait être impliqué. Nous devions agir comme si de rien n'était, tout en rassemblant secrètement suffisamment de preuves pour les confronter ou, si nécessaire, tout porter à la police. « Sophie viendra chercher le téléphone ce soir, » prévins-je. « Nous devons agir normalement. »« Comment ?» La voix de Richard flancha. « Comment vais-je la regarder, en sachant que... »
De la même manière que j'ai appris à des adolescents à feindre l'intérêt pour l'histoire médiévale pendant 30 ans, essayai-je de plaisanter mais le sourire sortit faible. Un pas à la fois, Richard. Notre vie en dépend. Nous avons passé l'heure suivante à vérifier nos comptes bancaires en ligne. Nous avons découvert quelque chose de troublant. De petites sommes avaient été régulièrement transférées de notre compte joint vers un compte inconnu au cours des 3 derniers mois. Des montants assez faibles pour ne pas éveiller les soupçons, 100 € par-ci, 150 € par-là, mais qui totalisaient près de 5 000 €. Alexandre a accès à nos comptes, murmura Richard. Nous lui avons donné une procuration l'année dernière, tu te souviens? Au cas où il nous arriverait quelque chose. L'ironie était amère. Nous lui faisions tellement confiance que nous lui avions pratiquement donné les outils de notre propre destruction. Nous avons changé tous les mots de passe, annulé 2 cartes de crédit qu'Alexandre avait en tant qu'utilisateur additionnel et appelé la banque pour demander le blocage de toute transaction supérieure à 500 € sans autorisation en personne. « Et le médecin ?» demanda Richard. Le docteur Paul nous suivait depuis plus de 15 ans. C'était un ami. Il déjeunait occasionnellement chez nous. L'idée qu'il puisse falsifier des rapports médicaux à la demande de mon fils était presque aussi douloureuse que la trahison d'Alexandre. « Je vais prendre rendez-vous demain, décidai-je, seul. Je veux voir ce qu'il dit à propos de ma mémoire. » À 19h, la sonnette retentit. Richard et moi nous sommes regardés, tendus. Il serra ma main. Une promesse silencieuse que nous suivrions notre plan. J'ouvris la porte en forçant un sourire. Sophie était belle comme toujours, avec ses cheveux châtains impeccablement coiffés et ses vêtements élégants. Cette apparence soignée me semblait maintenant un masque parfait pour cacher la monstruosité qui se cachait en dessous. « Thérèse, désolé de venir si tard. Comment ça s'est passé avec le réparateur ?»« Très bien, » répondis-je en lui tendant le téléphone. « Julien a fait un excellent travail. L'écran est comme neuf. » Elle alluma l'appareil, vérifia rapidement et sourit. « Parfait. C'était combien? Laisse-moi te rembourser. »« Ne t'inquiète pas, j'ai tout réglé. C'était un geste de sa part. Il n'a même pas fait payer parce que je suis une ancienne cliente. » Sophie hésita un instant, un léger froncement de sourcils que je n'aurais pas remarqué auparavant. Était-elle inquiète que le technicien ait vu quelque chose? « Tu es sûr? Je ne voulais pas te déranger. »« Pas du tout, ma chérie. Tu veux entrer? » Richard regarde la télé. On allait prendre un thé. « I know. »« Oh, je ne peux pas aujourd'hui. J'ai une présentation importante demain matin et je dois encore revoir quelques données. » Je remarquai comment elle évitait de me regarder directement en parlant. Une menteuse habile. Mais maintenant que je savais quoi chercher, les petits signes étaient là. « Je comprends. Quand est-ce qu'Alexandre rentre de son voyage? »« Demain soir, » répondit-elle rapidement. Un autre mensonge. D'après les messages, Alexandre n'était pas en voyage. Il était à la maison, attendant de ses nouvelles. « Dis-lui de passer nous voir bientôt, dis-je, gardant un ton désinvolte. Ça fait presque 2 semaines qu'on ne l'a pas vu. »« Bien sûr. » Elle sourit en rangeant le téléphone dans son sac. « Vous lui manquez aussi. »« Ah, j'y pense. Avez-vous déjà consulté ce médecin qu'Alexandre vous a recommandé, le spécialiste de la mémoire ?» Mon cœur s'accéléra, mais je gardai une expression neutre. « Pas encore, nous n'avons pas eu le temps. »« Pourquoi ?» Son visage se crispa en un masque d'inquiétude feinte. « Alexandre m'a dit que tu oubliais des choses importantes ces derniers temps, des noms, des rendez-vous. »« C'est son impression, » répondis-je avec un rire léger. « Ma mémoire est excellente. Je me souviens même du jour où tu portais cette même tenue à l'anniversaire de ma cousine Elisa il y a 2 mois. Je vis quelque chose passer rapidement dans ses yeux. De la frustration, de l'inquiétude, avant que son sourire social ne revienne. Eh bien, de toute façon, ça ne fait jamais de mal de faire un bilan, n'est-ce pas? À votre âge. Bien sûr, bien sûr. Je prendrai rendez-vous bientôt. Nous nous sommes dit au revoir. Et dès que j'ai fermé la porte, je me suis appuyé contre elle, épuisé par l'effort de feindre la normalité. Richard m'attendait dans le salon, tendu. « Et alors ?» ?»« Elle a essayé de semer l'idée de ma perte de mémoire, » répondis-je en m'asseyant à côté de lui. « Il prépare le terrain pour quand ça arrivera. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?»« On agit, » répondis-je, une détermination grandissant en moi. « Demain matin, je vais chez le docteur Paul. Ensuite, je veux vérifier notre assurance vie. Nous devons savoir exactement ce qu'Alexandre a modifié. Et ensuite, nous allons leur tendre notre propre piège. Lever. Plaston Diagram. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Chaque bruit dans la maison semblait être une menace. Je me suis levé 3 fois pour vérifier que les portes étaient bien verrouillées. L'une de ces fois, j'ai trouvé Richard dans la cuisine,
buvant de l'eau avec le même regard tourmenté que je devais avoir. « Je pense à Alexandre quand il était petit, dit-il à voix basse. Tu te souviens comme il avait peur du noir, comment il courait dans notre lit pendant les orages. Qu'est-il arrivé à cet enfant, Thérèse ?» Je n'avais pas de réponse. Comment notre fils aimant s'était-il transformé en cet étranger calculateur capable de planifier froidement notre mort? « Nous allons le découvrir, promis-je en le serrant dans mes bras. Et nous allons survivre à ça. » Le lendemain matin, j'ai appelé le cabinet du docteur Paul en prétextant une urgence. J'ai obtenu un rendez-vous pour Dix-0. Avant de partir, nous avons de nouveau vérifié tous nos comptes en ligne et découvert quelque chose d'encore plus troublant. Il y avait une nouvelle assurance vie à mon nom, souscrite il y a 3 mois, dont je n'avais aucune connaissance. « Comment est-ce possible ?» demanda-je, horrifié. Richard navigua à travers les documents numérisés. « Regarde, la signature est la tienne !» Je me suis approché de l'écran, incrédule. La signature ressemblait vraiment à la mienne, mais je n'avais jamais signé ce document. « Ils ont falsifié ma signature », murmurai-je. « Et ce n'est pas tout. Regarde le montant, 250 000 euros. Et l'unique bénéficiaire est Alexandre, compléta Richard, sa voix brisée. La réalité de la situation m'a finalement frappé de plein fouet. Ce n'était pas juste un plan vague, ils avaient déjà pris des mesures concrètes. Des documents avaient été falsifiés, de l'argent était détourné, un médecin était être impliqué. Et maintenant une assurance vie que j'ignorais complètement, prête à être encaissée après ma mort, accidentelle. Je suis parti de la maison en sentant le poids du monde sur mes épaules. La consultation avec le docteur Paul serait cruciale. Je devais découvrir à quel point il était impliqué dans cette conspiration. Le cabinet était calme à cette heure matinale. La réceptionniste, qui me connaissait depuis des années, me sourit en me voyant. « Madame Thérèse, quel plaisir de vous voir. Le docteur va vous recevoir. » Moins de 10 minutes plus tard, on m'appela. Le docteur Paul, un homme d'âge mûr aux cheveux grisonnants et à l'expression généralement amicale, semblait légèrement mal à l'aise quand je suis entré. « Thérèse, quelle surprise. Alexandre m'a appelé hier. Il a dit que vous étiez réticente à faire des examens. Je gardais mon expression neutre en m'asseyant. Vraiment? C'est étrange qu'ils disent ça. En fait, docteur, je suis venu parce que je suis inquiète pour ma mémoire. » Le médecin hocha la tête comme s'il confirmait quelque chose qu'il savait déjà. « Oui, Alexandre a mentionné quelques épisodes préoccupants. Des oublis, de la confusion. »« Curieux, » répondis-je calmement, « parce que je ne me souviens pas avoir eu de tels problèmes. » Le docteur Paul hésita un instant. « Eh bien, Thérèse, parfois le patient ne perçoit pas ses propres défaillances. C'est courant dans les premiers stades de la démence. Et vous avez déjà un diagnostic, à ce que je vois. » Il semblait de plus en plus mal à l'aise. « Non, bien sûr que non. Mais Alexandre m'a montré quelques vidéos, vous confondant des dates, oubliant les noms de personnes proches. »« Des vidéos ?» demandai-je, vraiment surprise. « Puis-je les voir ?» Il ne m'a pas laissé de copie, mais... « Docteur Paul, » l'interrompis-je en me penchant en avant. « Je suis votre patiente depuis 15 ans. Vous me connaissez. Croyez-vous vraiment que j'ai la démence ou croyez-vous simplement ce que dit mon fils ?» Le silence qui suivit fut révélateur. Finalement, il soupira. « Thérèse, Alexandre est venu me voir plusieurs fois ces derniers mois, très inquiet. Il a dit que vous et Richard perdiez la capacité de prendre soin de vous, que vous aviez besoin de supervision. Il m'a demandé de documenter tout signe de déclin cognitif. Et vous avez accepté. » Il eut la décence de paraître embarrassé. J'ai seulement noté ce qu'il a rapporté. Je n'ai rien diagnostiqué sans examen. Je le fixais, laissant le silence s'étirer jusqu'à devenir inconfortable. « Docteur Paul, mon fils prévoit de nous tuer, Richard et moi. » Le choc sur son visage semblait authentique. « Quoi, Thérèse? C'est une accusation très grave. J'ai des preuves. Et maintenant je comprends pourquoi il avait besoin de votre implication, même indirecte. Un dossier médical documentant un déclin cognitif rendrait ma mort beaucoup moins suspecte. » Le docteur Paul pâlit visiblement. Ses mains, normalement fermes, tremblaient légèrement alors qu'il ajustait ses lunettes. « Thérèse, je ne participerai jamais, au grand jamais, à quelque chose comme ça. Je croyais qu'Alexandre était sincèrement inquiet pour vous. » That is say. Je sortis mon téléphone de mon sac et lui montrai quelques-unes des photos que j'avais prises des messages. Pendant qu'il lisait, son visage passait de l'incrédulité à l'horreur. « Mon Dieu !» murmura-t-il finalement. Je n'en avais aucune idée. « Je veux voir mon dossier médical » exigeai-je. « Maintenant. » Il hésita un instant avant d'accéder à son ordinateur et d'ouvrir mon dossier médical.
Il tourna l'écran pour que je puisse lire. C'était là, documenté dans un langage clinique impersonnel. La patiente présente des signes de déclin cognitif, selon les dires du fils. Épisode récurrent de confusion, désorientation spatio-temporelle, oubli de noms et d'événements récents. Évaluation neurologique complète recommandée. C'est faux, dis-je d'une voix ferme, et vous le savez. Thérèse, j'ai seulement enregistré ce qu'Alexandre a rapporté. Je n'ai ni confirmé, ni diagnostiqué quoi que ce soit. Mais vous avez créé un dossier qui pourrait être utilisé contre moi. Un dossier médical officiel suggérant que je perds mes facultés mentales. Parfait pour quand je mourrai accidentellement. Vous ne croyez pas? Le médecin semblait vraiment bouleversé. Que voulez-vous que je fasse? D'abord, imprimez ce dossier pour moi, avec votre signature. Ensuite, je veux que vous fassiez une nouvelle entrée, datée d'aujourd'hui, affirmant que vous m'avez évalué personnellement et n'avez trouvé aucun signe d'atteinte cognitive. Il accepta immédiatement, clairement affecté par la situation. Et docteur, ajoutai-je pendant qu'il tapait, s'il nous arrive quelque chose à Richard ou à moi, ce dossier et notre conversation d'aujourd'hui seront les premières choses que la police verra. Je sortis du cabinet avec les documents en main. Une preuve concrète de la conspiration contre nous. Le docteur Paul avait été manipulé par Alexandre, mais sa complicité, même par naïveté, avait failli nous coûter la vie. Je me suis ensuite rendu à la banque. Je devais vérifier personnellement nos comptes et surtout révoquer toute procuration que nous avions donnée à Alexandre. Le directeur, M. Maurice, qui gérait nos comptes depuis des années, fut visiblement surpris lorsque j'ai demandé à révoquer la procuration. « Madame Thérèse, vous êtes sûre? Votre fils m'a contacté récemment en disant que vous souhaiteriez étendre ses pouvoirs pour gérer les finances, car M. Richard ne se portait pas bien. » Un autre mensonge. Richard était en parfaite santé pour ses 67 ans. Mon mari va très bien, Monsieur Maurice, et oui, je suis absolument certaine. En fait, je veux vérifier tous les mouvements sur nos comptes des 6 derniers mois. Nous avons passé l'heure suivante à examiner les relevés. En plus des petits virements que nous avions déjà identifiés en ligne, nous avons découvert quelque chose d'encore plus troublant. Alexandre avait entamé la procédure pour obtenir une deuxième carte de crédit au nom de Richard, prétextant la perte de l'original. Il a dit que M. Richard avait perdu sa carte, mais ne voulait pas vous déranger avec la paperasse, expliqua le directeur, maintenant clairement embarrassé. Et vous avez émis une nouvelle carte sans la présence ou la signature du titulaire? Demandai-je, incrédule. M. Maurice se tortilla sur sa chaise, mal à l'aise. Eh bien, comme il avait la procuration et gérait déjà plusieurs questions financières pour vous, je pris une profonde inspiration, contenant ma colère. Annulez cette carte immédiatement et bloquer toute tentative future d'émission sans notre présence physique. Ormond, quand je suis sorti de la banque, je me sentais à la fois soulagé d'avoir interrompu un autre aspect du plan et terrifié par l'ampleur de la machination. Alexandre avait méticuleusement préparé le terrain, créant un scénario où notre mort semblerait naturelle et où il aurait le contrôle total de nos biens. Sur le chemin du retour, mon téléphone sonna. C'était lui. Mon cœur s'emballa, mais je répondis d'une voix aussi normale que possible. « Allô, mon fils. »« Maman, tout va bien? Je viens de rentrer de voyage et Sophie m'a dit que tu avais emmené son téléphone en réparation. C'est très gentil de ta part. » La facilité avec laquelle il mentait était stupéfiante. Il n'y avait eu aucun voyage. « De rien, mon chéri. Le gars de la boutique est le fils d'une de mes collègues. Il nous a fait un bon prix. »« Super !» Dis, je pensais passer ce soir avec Sophie. Ça fait longtemps qu'on n'a pas dîné ensemble, non? Un frisson me parcourut l'échine. Pourquoi cet intérêt soudain à nous rendre visite? Avait-il remarqué quelque chose? Le médecin aurait-il appelé Alexandre après ma visite? Bien sûr, répondis-je, gardant ma voix ferme. Venez, je vais faire ce gratin dauphinois que tu aimes tant. Parfait. Ah, et maman, es-tu allé chez le médecin que je t'ai recommandé? Sophie a dit que vous n'y étiez pas encore allé. En fait, je suis allé chez le docteur Paul ce matin. Un bref silence. Tu y es allé? Et qu'est-ce qu'il a dit? Rien de spécial. Il a fait quelques tests simples. Il a dit que j'allais parfaitement bien pour mon âge. Un autre silence, plus long cette fois. Ah, eh bien, tant mieux alors. Mais ce serait peu, être bien d'avoir un deuxième avis, tu sais. Parfois, le docteur Paul est très conservateur dans ses diagnostics. On verra, mon fils. On se voit ce soir alors? Oui, vers 19h. À tout à l'heure. Quand j'ai raccroché, mes mains tremblaient. La conversation apparemment innocente était chargée de sous-entendus menaçants. Alexandre s'attendait clairement à ce que le docteur Paul m'ait diagnostiqué une sorte de trouble cognitif.
et il a été déstabilisé d'apprendre que ce n'était pas le cas. Et maintenant il voulait dîner avec nous ce soir. Pourquoi? Pour observer mon comportement, pour vérifier si je montrais des soupçons ou pire. Je suis rentré à la maison et j'ai trouvé Richard dans le salon, entouré de papiers. Il leva les yeux, anxieux. Comment ça s'est passé? Le médecin est impliqué. Je lui ai tout expliqué. Comment Alexandre avait manipulé le docteur Paul pour créer un faux dossier médical. Comment il avait obtenu l'accès à nos comptes bancaires. Comment il avait falsifié les documents d'assurance vie. Et il vient de m'appeler, conclus-je. Lui et Sophie veulent dîner ici ce soir. Richard pâlit. Tu crois qu'il se doute qu'on a découvert quelque chose? Je ne suis pas sûr, mais il a été clairement perturbé quand il a su que j'étais allé chez le docteur Paul et que le médecin n'avait rien trouvé d'anormal. Nous nous sommes regardés, la même question silencieuse flottant entre nous. Qu'est-ce qu'Alexandre et Sophie pourraient essayer de faire pendant ce dîner? Nous ne pouvons ni manger ni boire quoi que ce soit qu'ils apportent, dit finalement Richard. Et l'un de nous doit toujours être attentif, à observer ce qu'ils font. J'étais d'accord. Nous devons enregistrer ce dîner d'une manière ou d'une autre, s'ils disent quelque chose de compromettant. Richard hocha la tête et alla chercher son vieil enregistreur numérique qu'il utilisait pour enregistrer des réunions quand il travaillait encore. Nous avons testé l'appareil, vérifiant s'il fonctionnait toujours et où nous pourrions le cacher dans la salle à manger. J'ai passé l'après-midi à préparer le gratin que j'avais promis, bien que l'idée de m'asseoir à table avec 2 personnes qui planifiaient de nous tuer me rendait physiquement malade. Chaque fois que je pensais au message, à la froideur calculatrice avec laquelle notre propre fils discutait de notre mort, je ressentais une douleur qu'aucun mot ne pourrait décrire. « Comment en sommes-nous arrivés là ?» demanda-je à Richard pendant que nous mettions la table pour le dîner. « En quoi nous sommes-nous trompés avec lui ?» Richard secoua la tête, ses yeux montrant la même douleur que je ressentais. « Je ne sais pas, Thérèse. Je pensais que nous connaissions notre fils. » À 19:00 précise, la sonnette retentit. Richard et moi avons échangé un dernier regard de confirmation. L'enregistreur était caché sous la table, en marche. Notre stratégie était simple. Agir naturellement, observer chacun de leurs mouvements et, si possible, provoquer un lapsus que nous pourrions documenter. J'ouvris la porte avec un sourire répété. Alexandre et Sophie étaient là, lui tenant une bouteille de vin rouge, et elle, une boîte de chocolat dont ils savaient qu'ils étaient mes préférés. « Maman !» s'exclama Alexandre en me serrant dans ses bras avec enthousiasme. Le contact physique qui me réconfortait autrefois me donnait maintenant des frissons. Comment pouvait-il m'embrasser en sachant qu'il prévoyait de me tuer? « Ça me fait tellement plaisir de te voir », continua-t-il en me tendant la bouteille. « On a apporté un vin spécial pour ce soir. »« Ah, merci mon chéri », répondis-je en analysant discrètement l'étiquette. C'était un millésime cher qui m'aurait normalement impressionné. Maintenant, cela me faisait seulement me demander s'il était frelaté. Richard les a accueillis dans le salon, son sourire aussi forcé que le mien. Je leur ai proposé de l'eau, du café ou du jus, n'importe quoi sauf le vin qu'ils avaient apporté. « Pas tout de suite, maman », dit Alexandre en s'asseyant confortablement sur le canapé. « On va garder le vin pour accompagner le dîner. Nous avons parlé de banalités pendant près d'une demi-heure. Leur travail, le temps, les nouvelles locales. La normalité surréaliste de la situation me donnait la nausée. J'ai observé comment Alexandre échangeait occasionnellement des regards avec Sophie, comment elle était attentive à chacun de mes mouvements, comment il posait des questions apparemment innocentes sur ma routine, mes médicaments, mes difficultés récentes. « Alors, maman, » dit-il, finalement en se penchant en avant, « comment s'est passée exactement la consultation avec le docteur Paul aujourd'hui? Il a fait des examens, demandé un test spécifique ?» Je gardais mon expression neutre. C'était une consultation normale. Il n'a rien vu d'inquiétant. « Étrange », murmura Alexandre en fronçant les sourcils. Il m'avait dit qu'il suspectait quelque chose de plus sérieux. Peut être un début d'Alzheimer. « Vraiment ?» demanda-je en haussant les sourcils de fausse surprise. « Quand a-t-il dit ça ?» Alexandre réalisa son lapsus. « Ah, la semaine dernière quand je l'ai appelé pour parler de ces épisodes que j'ai remarqués. »« Quels épisodes, mon fils ? Je ne me souviens pas avoir eu de problème. » Un sourire condescendant apparut sur son visage. « Tu vois, c'est exactement ça qui nous inquiète. Tu ne te souviens pas? La semaine dernière, tu as oublié le nom de Madame Iracema, notre voisine depuis 20 ans. Puis, tu as laissé la gazinière allumée pendant des heures. Rien de tout cela n'était arrivé. C'étaient des mensonges fabriqués pour construire le récit de ma prétendue démence. « Curieux, » répondis-je calmement. « J'ai parlé à Madame Iracema hier, en l'appelant par son nom,
Et je n'utilise pas la gazinière depuis des jours. J'ai préféré le micro-ondes dernièrement. Le sourire d'Alexandre vacilla un instant. À table, intervint Richard en se levant. Le gratin de Thérèse sent merveilleusement bon. À table, la comédie continua. J'ai servi le gratin pendant que Richard échangeait discrètement les verres à vin. Nous avions convenu de prendre le vin qu'ils avaient apporté, de faire semblant de nous servir, mais en réalité de boire d'une autre bouteille que nous avions laissée préalablement ouverte dans la cuisine. Un toast, proposa Alexandre en levant son verre. À la famille et à la santé. Nous avons levé nos verres et fait semblant de boire. J'observais attentivement quand Alexandre et Sophie prirent leur propre gorgée. Ils buvaient normalement, sans hésiter. Peut-être que le vin n'était pas frelaté après tout. Thérèse, dit Sophie en posant son verre sur la table, Alexandre et moi avons discuté. Nous sommes inquiets que vous viviez seul dans cette grande maison. C'est vrai, ajouta Alexandre, surtout compte tenu de ces épisodes récents. Nous pensions que ce serait être mieux que vous déménagiez dans un endroit plus petit, plus facile à entretenir. Ou être que nous pourrions venir vivre ici avec vous pendant un certain temps. Je sentis Richard se raidir à côté de moi. C'était ça. Il voulait emménager dans notre maison, être plus proche pour exécuter le plan. C'est très gentil de votre part, répondis-je en gardant ma voix ferme. Mais nous allons parfaitement bien, n'est-ce pas, Richard? Absolument, acquiesça-t-il. En fait, nous pensons même à voyager bientôt, être un séjour sur la côte d'Azur, à Nice. Je vis Alexandre et Sophie échanger un regard rapide. Voyager? Maintenant? Questionna Alexandre. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, papa. Et les médecins de maman? Et tes examens de routine? Tout est excellent, répondis-je pour Richard. Nous pouvons voyager tranquillement. Sophie sourit, mais ses yeux restèrent froids. Avez-vous besoin d'aide pour planifier ce voyage? Je peux chercher des hôtels, des forfaits? Ce ne sera pas nécessaire, coupai-je. Nous nous occupons déjà de tout. Le dîner se déroula avec cette tension sous-jacente. Dans chaque question apparemment innocente, je reconnaissais la véritable intention derrière. Ils évaluaient notre état mental, essayaient d'établir un contrôle, cherchaient des moyens de se rapprocher physiquement de nous. Quand j'ai servi le dessert, un flan que j'avais préparé avec soin devant Richard, Alexandre revint à la charge. « J'ai parlé à un avocat, dit-il nonchalamment, à propos de procurations plus étendues. Vous savez, pour les urgences. Quel genre d'urgence? Demanda Richard d'une voix contrôlée. Eh bien, si l'un de vous doit être hospitalisé, ou si, vous savez, les choses s'aggravent avec la mémoire de maman. L'avocat a suggéré une procuration totale qui me donnerait l'autorité de prendre des décisions médicales et financières pour vous. Je regardais mon fils, étudiant son visage, ce même visage que j'avais embrassé bébé, que j'avais consolé enfant, que j'avais photographié fièrement à sa remise de diplôme. Comment s'était-il transformé en ce masque d'étranger calculateur? Ce ne sera pas nécessaire, mon fils, dis-je finalement. Nous avons récemment mis à jour tous nos documents. Nous avons même fait quelques changements à notre testament et aux bénéficiaires de nos assurances. L'expression d'Alexandre se figea un instant. Des changements? Quel genre de changements? Rien de bien méchant, juste s'assurer que tout est en ordre au cas où il nous arriverait quelque chose. Sophie posa la main sur le bras d'Alexandre comme pour le retenir. « C'est toujours bien de revoir ces documents, dit-elle doucement. Vous avez consulté un avocat? Maître Maurice, celui que tu as recommandé, mentit Richard avec un naturel impressionnant. Il a été très utile. Il n'existait aucun Maître Maurice, mais le mensonge atteignit son but. Ils parurent tous les deux momentanément déstabilisés. À 22h, Alexandre regarda sa montre et annonça qu'il devait partir. « Je travaille tôt demain, justifia-t-il. Mais je connaissais la vraie raison. Ils devaient recalculer leur plan. Après de nombreuses embrassades fausses et des promesses vides de nous rendre visite plus souvent, ils partirent enfin. Dès que la porte se ferma, Richard et moi nous sommes effondrés sur le canapé, physiquement épuisés par l'effort de maintenir les apparences. « Ils se doutent de quelque chose, » murmura Richard. « Ils ont compris que quelque chose a changé. » J'étais d'accord, me levant pour récupérer l'enregistreur. Nous avons rembobiné l'enregistrement, réécoutant toute la conversation. Les implications étaient claires. Alexandre et Sophie étaient toujours déterminés à poursuivre leur plan. Mais nos actions récentes, la consultation médicale, les changements bancaires, la mention du testament, les avaient rendus méfiants. « Ils vont tenter quelque chose bientôt, » dit Richard. « Ils ne peuvent plus attendre maintenant que nous commençons à prendre des mesures de protection. » « Nous avons besoin de preuves plus concrètes, dis-je. L'enregistrement aide, mais ce n'est pas encore suffisant pour la police.
Et si on essayait de les faire avouer, de les confronter directement? Je secouai la tête. Trop risqué. Ils nieraient tout et deviendraient encore plus vigilants. Cette nuit-là, nous avons vérifié tous les verrous 3 fois avant de nous coucher. J'ai quand même dormi avec un téléphone à côté du lit et une chaise appuyée contre la porte de la chambre. Des précautions que je n'aurais jamais imaginé devoir prendre contre mon propre fils. Le lendemain matin, je fus réveillé en sursaut par le bruit d'une voiture qui se garait. Je me précipitai à la fenêtre et vis Sophie sortir de son SUV noir, seule, à 8h du matin, un jour de semaine, alors qu'elle devrait être au travail. « Richard !» appelai-je d'urgence. « Sophie est là. » Il se leva rapidement, encore somnolent. « Seul? Où est Alexandre ?»« Je ne sais pas. Je vais ouvrir mais reste prêt. » Je descendis les escaliers en essayant de contrôler le rythme de ma respiration. Pourquoi Sophie viendrait-elle si tôt sans prévenir? Que voulait-elle? J'ouvris la porte avant même qu'elle ne sonne. Son visage afficha une surprise momentanée, rapidement remplacée par un sourire répété. « Thérèse, désolé de venir si tôt. J'étais de passage en allant au travail et j'ai pensé vous laisser ces documents qu'Alexandre a préparés pour vous. » Elle tenait un dossier jaune. « Quel document ?» demandai-je sans essayer de le prendre. « À propos de cette procuration dont nous avons parlé hier, et quelques articles sur les traitements pour un début d'Alzheimer qui peuvent aider à retarder la progression de la maladie. » Elle tendit de nouveau le dossier. « Alexandre est vraiment inquiet pour toi. He's Macer. » Je regardais le dossier un long moment. C'était un piège, ça devait l'être. Peut être des documents déjà préparés avec ma signature falsifiée, comme l'assurance vie que nous avions découverte. « Pourquoi n'entres-tu pas ?» invitai-je, gardant mon ton désinvolte. « On peut prendre un café et regarder ça ensemble. » Sophie hésita visiblement. « En fait, je suis en retard pour le travail. Je voulais juste laisser ça, pour que vous le lisiez tranquillement. »« J'insiste, » dis-je en ouvrant davantage la porte. « Richard vient de faire du café frais. Ça ne prendra que 5 minutes. » À contre-cœur, elle entra. Je la conduisis à la cuisine où Richard était déjà feignant la tranquillité en buvant son café. « Sophie, quelle agréable surprise, » dit-il. « Elle a apporté des documents à signer, » expliquai-je en insistant sur le mot « signer ». Richard comprit immédiatement. « Très bien, » répondit-il. « Jetons un coup d'œil. » Sophie semblait de plus en plus mal à l'aise alors que Richard prenait le dossier et commençait à examiner les documents. Je l'observais attentivement, remarquant comment ses yeux suivaient chacun de ses mouvements, comment ses doigts tapotaient nerveusement sur la table. « Intéressant, » murmura Richard après quelques minutes. Cette procuration donnerait à Alexandre un contrôle total sur nos finances et nos décisions médicales. Cela nous rendrait pratiquement légalement incapables. « C'est juste une précaution, » justifia rapidement Sophie, compte tenu de l'état de Thérèse. « Quel état exactement ?» demandai-je directement. « Eh bien, les pertes de mémoire, la confusion. » Elle hésita, réalisant apparemment qu'elle était en terrain dangereux. « Alexandre a remarqué plusieurs épisodes. Curieux, commentai-je. Le docteur Paul n'a rien trouvé de tel hier. »« Les médecins peuvent se tromper, » répliqua-t-elle en retrouvant son sang-froid. « D'où l'importance d'un deuxième avis avec un spécialiste. » Richard remit les documents dans le dossier et le poussa vers Sophie. « Nous apprécions votre inquiétude, mais nous n'allons pas signer ça. En fait, nous avons déjà entamé les procédures pour révoquer la procuration limitée que nous avons donnée à Alexandre l'année dernière. » Le choc sur son visage fut authentique et momentané, rapidement remplacé par une expression d'inquiétude étudiée. « Mais pourquoi? Alexandre veut seulement aider. »« Nous en sommes sûrs, » répondis-je, « mais nous préférons garder le contrôle de nos propres vies. » Sophie se leva brusquement. « Je dois y aller. Je suis vraiment en retard. »« Bien sûr, » dis-je en l'accompagnant à la porte. « Dis à Alexandre que nous appellerons plus tard pour parler de ces documents. » Dès qu'elle fut partie, Richard et moi nous sommes regardés. La même conclusion évidente pour nous deux. « Ils accélèrent le plan, » murmura-t-il. « Oui, » acquiesçai-je. « Et ça veut dire que nous devons agir maintenant. » Après le départ de Sophie, Richard et moi avons examiné attentivement les documents qu'elle avait apportés. Comme nous le soupçonnions, la procuration donnerait à Alexandre des pouvoirs absolus sur nos finances, nos biens et nos décisions médicales. Il y avait aussi un formulaire d'admission volontaire pour une maison de repos, en réalité une institution pour personnes âgées, atteintes de démence sévère, avec des espaces pour nos signatures. « Il n'essaie même plus de dissimuler, » murmura Richard, ses doigts tremblants en parcourant les papiers. « Il nous demande pratiquement de signer notre propre condamnation à mort. »« C'est une bonne chose, » répondis-je, le surprenant. « Plus ils sont explicites, plus nous aurons de preuves. »
Very. In fact, Y2A. J'ai passé la matinée à photographier chaque document, créant des copies numériques que j'ai envoyées à l'adresse email d'Estelle, mon amie de longue date et la seule personne en dehors de notre foyer en qui j'avais entièrement confiance. Je lui ai brièvement expliqué la situation et lui ai demandé de conserver les fichiers en lieu sûr, sans en parler à personne. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda Richard quand j'eus fini. « Nous avons besoin d'un plan. Il passe clairement à la vitesse supérieure. La visite surprise de Sophie, ces documents, nous ne pouvons plus attendre. Nous avons décidé qu'il était temps de chercher de l'aide professionnelle. Pas la police, nous n'avions pas encore assez de preuves définitives, mais une avocate qui pourrait nous guider sur la manière de protéger légalement nos biens et, plus important encore, nos vies. Nous avons choisi une avocate que nous ne connaissions pas auparavant et qui n'avait aucun lien avec Alexandre, maître Lucie Mendez, spécialiste en droit de la famille et en droit pénal. Nous avons réussi à obtenir un rendez-vous pour l'après-midi même. Dans son élégant cabinet du centre-ville, nous avons expliqué toute la situation à maître Mendez. Les messages découverts, les comptes bancaires, l'assurance vie frauduleuse, les dossiers médicaux manipulés, les documents que Sophie avait apportés ce matin. L'avocate nous a écoutés attentivement, prenant des notes occasionnelles et demandant des détails spécifiques. Quand nous avons terminé, elle a pris une profonde inspiration avant de parler. « Monsieur et madame, nous sommes face à une situation extrêmement grave. Ce que vous m'avez décrit constitue plusieurs crimes. Association de malfaiteurs, faux et usage de faux, tentative d'escroquerie et, plus grave encore, complot en vue de commettre un meurtre. Avons-nous suffisamment de preuves pour la police ?» demanda Richard. « Les messages sont la preuve la plus solide, mais comme vous les avez obtenus en accédant au téléphone de Sophie sans son autorisation, il y a un risque qu'ils soient considérés comme des preuves illicites. Cependant, compte tenu de la gravité de la situation et du danger imminent pour vous, je pense que nous pouvons construire un dossier solide. Que devons-nous faire en premier ?» demandai-je. Immédiatement, nous allons préparer des documents légaux révoquant toute procuration existante et bloquant la possibilité de nouvelles procurations sans la présence d'un avocat indépendant. Je peux moi-même servir de témoin de votre capacité mentale. Ensuite, nous allons déposer une plainte détaillée en présentant toutes les preuves que nous avons jusqu'à présent. Nous avons passé les 2 heures suivantes à signer des documents, à formaliser des déclarations et à planifier chaque étape. Maître Mendez était minutieuse, s'assurant que chaque aspect légal était couvert. « Maintenant, dit-elle finalement, passons à la question la plus urgente, votre sécurité physique. Je vous suggère fortement de ne pas rentrer chez vous aujourd'hui. Richard et moi avons échangé des regards alarmés. Vous pensez que nous sommes en danger immédiat ?» demandai-je, bien que je connaisse déjà la réponse. « D'après ce que vous m'avez raconté, oui. Ils ont compris que vous preniez des mesures de protection. La visite surprise de Sophie ce matin suggère une urgence de leur part. Si j'étais vous, je passerais quelques jours dans un hôtel sous un nom différent jusqu'à ce que nous puissions obtenir une ordonnance de protection. » Nous sommes sortis du cabinet de l'avocate avec un dossier rempli de documents et un sentiment d'urgence. Nous sommes allés directement au commissariat de police où nous avons déposé une plainte détaillée. Le commissaire de service, un homme d'âge mûr nommé Raoul Salas, a écouté notre histoire avec une préoccupation croissante. « C'est extrêmement grave », commenta-t-il, après avoir examiné les preuves. « Je vais immédiatement assigner un inspecteur à cette affaire et demander une surveillance discrète de votre résidence. » Lorsque nous avons mentionné que l'avocate avait suggéré de ne pas rentrer chez nous, le commissaire a acquiescé avec insistance. En effet, il serait plus sûr que vous restiez ailleurs pour l'instant. Mais avant, j'aimerais envoyer une équipe pour installer des caméras discrètes dans votre maison, avec votre consentement, bien sûr. S'il tente d'entrer ou de faire quoi que ce soit, nous aurons des preuves concrètes. Nous avons accepté le plan. Nous retournerions brièvement à la maison, juste pour prendre quelques effets personnels essentiels, pendant que les policiers installaient du matériel de surveillance à des points stratégiques. Ensuite, nous irions dans un hôtel du centre-ville, loin de notre quartier, en utilisant de faux noms comme suggéré. Pendant le trajet du retour, Richard est resté silencieux, regardant par la fenêtre du taxi. Alors que nous étions presque arrivés, il a finalement parlé. Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour j'aurais peur de mon propre fils. Je lui serrai la main. Il n'y avait pas de mots pour apaiser cette douleur. Notre maison, vue de l'extérieur, semblait étrangement normale. Les mêmes fenêtres, le même jardin que nous cultivions depuis des années, la même boîte aux lettres qu'Alexandre avait peinte adolescent.
Il était difficile de croire que ce lieu qui représentait la sécurité et la famille était devenu le théâtre d'une conspiration contre nos vies. Les policiers en civil sont arrivés discrètement dans une voiture banalisée. Ils sont entrés par la porte arrière et ont travaillé rapidement, installant de petites caméras à des endroits stratégiques, salon, cuisine, couloir, entrée. Ils ont expliqué que les images seraient transmises directement au commissariat et surveillées 24h/24. Pendant ce temps, Richard et moi avons rassemblé l'essentiel, des vêtements pour quelques jours, des médicaments, des documents importants. J'ai évité de regarder les photos de famille sur le mur, les objets qui racontaient l'histoire de notre vie ensemble. Chaque souvenir était maintenant souillé par la trahison. « Nous sommes prêts », annonça le policier responsable de l'installation. Les caméras sont pratiquement invisibles à l'œil nu, mais elles capturent tout en haute définition. Si quelqu'un entre, nous le saurons. Il nous tendit une petite carte avec un numéro de téléphone. C'est une ligne directe pour notre équipe. Toute urgence, appelez immédiatement. Alors que nous étions sur le point de partir, mon téléphone sonna. C'était Alexandre. J'ai regardé le policier qui a hoché la tête, m'indiquant de répondre normalement. « Allô ?» répondis-je en essayant de paraître naturel. « Maman, où êtes-vous? Je suis passé chez vous et personne n'a répondu. » Mon cœur s'accéléra. Il était allé chez nous pendant notre absence. « Pourquoi ?»« Nous faisons des courses au centre commercial, mentis-je. Nous avions besoin de quelque chose. »« Ah, je vois. C'est que je me suis inquiété. Vous ne sortez jamais sans prévenir. » La fausseté dans sa voix me donnait la nausée. C'était une décision de dernière minute. Nous sommes sur le chemin du retour. Parfait, parce que j'ai une surprise pour vous. Je vous attends ici. Je me figeai. Il était dans notre maison en ce moment même. Une surprise? Demanda-je en gardant ma voix ferme. Oui, j'ai apporté ce vin que vous aimez. Je pensais passer l'après-midi ensemble à discuter de ces documents que Sophie a laissés ce matin. Le policier me fit signe de maintenir la conversation. C'est gentil, mon fils. Nous arriverons dans une demi-heure environ. Parfait, je vous attends. Quand j'ai raccroché, le policier communiquait déjà avec ses collègues. Suspect sur les lieux. Je répète, suspect sur les lieux. Gardez vos distances, mais soyez prêts. Se tournant vers nous, il expliqua. Nous allons le laisser faire. Nous allons observer ce qu'il fait. S'il essaie de placer quelque chose, drogue, poison, n'importe quoi, nous l'aurons en vidéo. Ce sera une preuve irréfutable. Le plan avait du sens, mais l'idée d'Alexandre déambulant dans notre maison, préparant peu, être un piège, me terrifiait. « Et s'il découvre les caméras ?» demanda Richard. « Très improbable. Elles ont la taille d'un bouton et sont placées dans des endroits stratégiques. De plus, nous avons des agents discrètement positionnés dans la rue. Nous sommes allés dans un café voisin où nous avons attendu anxieusement des nouvelles. Chaque minute qui passait, j'imaginais ce qu'Alexandre faisait dans notre maison, préparant un piège, plaçant des preuves contre nous, fouillant dans nos affaires à la recherche de quelque chose. Après 40 minutes qui semblèrent une éternité, le policier reçut un appel. Il écouta attentivement, faisant des gestes affirmatifs de la tête. « Il est parti », informa-t-il en raccrochant. « Et nous avons quelque chose d'intéressant sur les enregistrements. » Nous sommes retournés rapidement au commissariat où on nous a conduits dans une salle avec plusieurs moniteurs. Le commissaire Salas était déjà là, visionnant l'enregistrement des caméras installées chez nous. « Monsieur et madame », nous salua-t-il gravement, « je pense que vous devriez voir ça. » Sur l'écran, nous avons vu Alexandre entrer dans la cuisine avec 2 sacs en plastique. Il regarda autour de lui, vérifia qu'il était seul, puis commença à agir méthodiquement. Il sortit plusieurs boîtes de médicaments des sacs et les plaça dans notre armoire à pharmacie, les mélangeant avec les nôtres. Puis il ouvrit une bouteille de vin, probablement la « surprise » qu'il avait mentionnée, et y ajouta une sorte de poudre blanche, mélangeant soigneusement avant de remettre le bouchon. Enfin, il sortit de sa poche un petit appareil électronique que nous ne reconnûmes pas et l'installa discrètement sous la table de la cuisine. Probablement un micro ou une caméra. « Mon Dieu !» murmurai-je, les mains couvrant ma bouche. Voir mon propre fils en vidéo préparer délibérément ce qui semblait être notre mort était une douleur indescriptible. « Maintenant, nous avons des preuves plus que suffisantes, » dit le commissaire. « Je vais émettre des mandats d'arrêt pour Alexandre et Sophie immédiatement. »« Qu'a-t-il mis dans notre armoire à pharmacie ?» demanda Richard d'une voix tremblante. « Nous devons l'analyser, mais à première vue, ce sont des médicaments sous ordonnance, probablement à des doses élevées. La substance qu'il a ajoutée au vin sera également analysée, mais je parierais sur un type de sédatif puissant.
Le commissaire posa la main sur mon épaule. « Madame, je sais que c'est extrêmement douloureux, mais je veux que vous compreniez. Votre fils tentait activement de vous tuer aujourd'hui. Si vous étiez rentré à la maison et aviez bu ce vin. » Je ne pus retenir mes larmes. La réalité de la situation m'a finalement frappé de plein fouet. Ce n'était pas seulement des messages textes ou des documents suspects. C'était mon fils dans notre cuisine, empoisonnant délibérément des boissons et des médicaments qu'il savait que nous utiliserions. « Que se passe-t-il maintenant ?» demanda Richard en me serrant dans ses bras pendant que je pleurais. « Nous allons les arrêter aujourd'hui même, » répondit le commissaire. « Avec ces preuves, il n'y a aucune chance de libération sous caution. Vous êtes en sécurité maintenant, mais je recommande tout de même que vous restiez à l'hôtel quelques jours jusqu'à ce que nous réglions tout. » Alors que nous sortions du commissariat, essayant de digérer tout ce qui s'était passé, une policière s'approcha précipitamment. « Commissaire Salas, nous venons de recevoir un appel. Alexandre et Sophie sont chez monsieur et madame en ce moment. Ils semblent agités. Ils vous cherchent. » Le commissaire réagit immédiatement. « Groupe d'intervention, prêt. On y va maintenant. » Se tournant vers nous, il expliqua. « Ils ont probablement compris que quelque chose n'allait pas, que vous n'êtes pas rentré comme promis. Nous allons les arrêter sur le champ. »« Pouvons-nous venir avec vous ?» demandai-je, me surprenant moi-même. Une partie de moi voulait fuir, ne plus jamais voir Alexandre ou Sophie. Mais une autre partie, être la plus forte, avait besoin d'être là, de voir la fin de ce cauchemar. Le commissaire hésita, mais finit par accepter. « Vous pouvez rester dans la voiture de police à une distance de sécurité, mais vous n'interférerez en aucune manière. » Sur le chemin de notre maison, le cœur battant à tout rompre dans ma poitrine, je me demandais comment nous en étions arrivés là. Comment mon fils, que j'avais serré dans mes bras bébé, s'était-il transformé en cet étranger capable de planifier froidement ma mort? Quand nous sommes arrivés, plusieurs voitures de police étaient déjà discrètement positionnées autour de notre maison. Par la radio, nous avons entendu qu'Alexandre et Sophie étaient toujours à l'intérieur, apparemment en train de se disputer sur la marche à suivre. « Ils ont compris que quelque chose n'allait pas », commenta un policier. « Ils essayent d'appeler les portables de monsieur et madame à plusieurs reprises. En effet, mon téléphone avait sonné plusieurs fois ces dernières minutes. Toujours Alexandre. J'ai ignoré chaque appel, suivant les instructions de la police. Le commissaire Salas coordonnait personnellement l'opération, parlant à voix basse à la radio avec les différents agents positionnés. « Équipes en position », annonça-t-il finalement. « Nous entrons dans 1 minute. » C'est alors que nous avons vu du mouvement. La porte d'entrée s'ouvrit et Alexandre sortit précipitamment, suivi de Sophie. Ils portaient tous les deux des sacs à dos et semblaient agités, regardant nerveusement autour d'eux en se dirigeant vers leur voiture garée sur le trottoir. « Ils essayent de fuir », murmura Richard. En un instant, plusieurs policiers sortirent de leur cachette, encerclant le couple, armes au poing. « Police, haut les mains, que je les vois. Now, if you want to start it, if you want to assume », je vis le choc sur le visage d'Alexandre, la panique dans les yeux de Sophie. Un instant, Alexandre sembla envisager de courir, mais il réalisa rapidement qu'il était cerné. Lentement, ils levèrent tous les deux les mains. En quelques secondes, ils furent maîtrisés, menottés et placés dans des véhicules séparés. Tout fut si rapide et organisé que cela semblait irréel, comme une scène de film. Le commissaire Salas s'approcha de notre voiture. « C'est fait. Ils sont tous les deux en garde à vue, accusés de tentative d'homicide, d'association de malfaiteurs et de divers autres crimes. Nous avons trouvé le vin frelaté et les médicaments qu'il a placés. Nous allons tout analyser. » Je regardai par la fenêtre de la voiture de police et vis mon fils être emmené, menotté, sur la banquette arrière d'une voiture de patrouille. Nos regards se croisèrent un bref instant. Je ne vis aucun remords dans ses yeux, seulement de la colère et être la surprise d'avoir été pris. À ce moment, une étrange sensation m'envahit. Ce n'était pas du soulagement, ni une vengeance satisfaite. C'était juste un vide profond, comme si quelque chose de fondamental avait été arraché de moi. Nous sommes retournés au commissariat où nous avons fait d'autres déclarations officielles. Les policiers avaient trouvé dans les sacs à dos d'Alexandre et Sophie divers articles compromettants. Les médicaments originaux des boîtes qu'il avait placées chez nous, d'autres doses de la poudre qu'il avait mise dans le vin, des billets d'avion pour l'étranger datés du lendemain et une somme d'argent liquide considérable. Ils étaient prêts à fuir, expliqua le commissaire. Ils ont probablement compris que quelque chose n'allait pas, que vous n'êtes pas rentré comme promis. Le plan était clairement de laisser le vin empoisonné, d'attendre que vous le consommiez
et de fuir avant que les corps ne soient découverts. Richard serra ma main fermement pendant que nous écoutions. Chaque nouveau détail était comme un couteau me transperçant le cœur. « Vous pouvez le voir si vous le souhaitez », proposa le commissaire après avoir terminé les formalités administratives. « Ils sont dans des cellules séparées en attendant leur transfert. » Richard secoua la tête. Il n'était pas encore prêt, et je le respectais. Mais quelque chose en moi avait besoin de regarder mon fils dans les yeux une dernière fois. « Je veux voir Alexandre », dis-je, surprenant tout le monde, y compris moi-même. Le commissaire me conduisit le long d'un couloir long et froid jusqu'à une petite pièce avec une table et 2 chaises. « Nous allons l'amener ici. Nous observerons à travers la vitre. Et si vous ressentez le moindre malaise, il vous suffit de lever la main et nous interromprons immédiatement. » J'acquiesçais, m'asseyant le dos droit, les mains croisées sur la table pour dissimuler leur tremblement. Quelques minutes plus tard, la porte s'ouvrit et Alexandre entra, menotté et escorté par un policier. Son visage était pâle, les yeux rouges, les cheveux en désordre. Il semblait avoir vieilli de 10 ans en quelques heures. Le policier le fit s'asseoir en face de moi et sortit, restant juste devant la porte. Pendant près d'1 minute, nous sommes restés en silence, nous regardant simplement. Alexandre fut le premier à parler. « Vous m'avez tendu un piège », dit-il d'une voix basse et amère. « Tout ça n'est qu'un grand malentendu. »« Ne me mens pas », répondis-je calmement. « Pas maintenant, c'est fini. » Alexandre détourna le regard, la mâchoire crispée. « Que veux-tu que je dise? Je veux savoir pourquoi. Pourquoi ton père et moi? Qu'avons-nous fait pour mériter ça ?» Alexandre laissa échapper un rire sans joie. « Vous ne comprendriez pas. Essaye de m'expliquer. J'ai tout le temps du monde maintenant. » Il me regarda de nouveau, quelque chose de froid et de calculateur dans ses yeux que je n'avais jamais remarqué auparavant. « L'argent, maman, ça a toujours été pour l'argent. Vous avez tellement la maison, les retraites, les investissements, les assurances. Et qu'est-ce que vous en faites? Rien. Vous vivez vos petites vies médiocres, économisant chaque centime comme si vous alliez vivre éternellement. » Je sentis le coup de ces mots, mais je gardais mon sang-froid. « Et ça justifie de nous tuer? C'était l'idée de Sophie au début, admit-il, comme si cela l'absolvait de quelque manière. Elle travaille dans la finance. Elle a réalisé combien vous valiez, et elle en avait marre d'attendre. Pourquoi attendre des décennies pour un héritage, disait-elle, quand on peut commencer notre vraie vie maintenant? Et tu as accepté, comme ça, si facilement. » Il haussa les épaules. « Pas tout de suite. Mais elle m'a convaincu que ce serait mieux pour tout le monde. Vous étiez déjà vieux. Vous alliez finir par avoir des problèmes de santé, souffrir. Ce serait un service à vous rendre, en fait. » La froideur avec laquelle il parlait me glaçait le sang. Ce n'était pas le fils que je connaissais, ou que je pensais connaître. « Un service ?» répétai-je lentement. « Empoisonner tes propres parents serait un service. »« Ce ne serait pas douloureux, » répondit-il comme si cela avait une importance. « Vous vous seriez simplement endormi et ne vous seriez pas réveillé. Sans souffrance. Comme le vin que tu as préparé aujourd'hui. » Alexandre resta silencieux un moment. « Comment avez-vous su? C'étaient les messages sur le téléphone de Sophie, n'est-ce pas? » Ce technicien idiot. « Oui, c'étaient les messages. Mais même sans eux, nous nous en serions rendus compte un jour. Tu n'as pas été aussi malin que tu le pensais, mon fils. » Il se tortilla sur sa chaise, les menottes cliquetant. « Et maintenant? Tu vas témoigner contre ton propre fils? M'envoyer en prison ?» Je pris une profonde inspiration. C'était la question qui me hantait. J'allais faire en sorte que ça ressemble à un accident. Personne n'aurait souffert. Vous seriez mort paisiblement et j'aurais enfin eu la vie que je mérite. « La vie que tu mérites », répétai-je, laissant les mots flotter dans l'air entre nous. Je le regardais vraiment, essayant de voir au-delà de la colère, au-delà de la froideur, cherchant une trace de l'enfant que nous avions élevé. Je n'ai rien trouvé. « Je ne te reconnais pas », dis-je finalement, ma voix presque un murmure. « Le fils que nous avons élevé, que nous avons aimé, que nous avons protégé, où est-il ?»« Je suis là », répondit Alexandre, une lueur d'émotion traversant son visage. « C'est moi, j'ai juste grandi, j'en ai juste eu marre d'attendre mon tour. » Je me levai lentement. « Tu auras un bon avocat, nous paierons pour ça, c'est notre dernier acte en tant que tes parents. Mais n'attends rien de plus de nous, Alexandre. Ce que tu as fait est irréversible. »« Maman » m'appela-t-il alors que j'étais déjà à la porte. « Tu ne comprends pas. Je voulais juste une chance de vivre vraiment. » Je me retournai une dernière fois. « Nous t'avons donné toutes les chances, mon fils. L'éducation, l'amour, le soutien. Le choix de comment vivre était le tien.
Et tu as choisi ça. Je sortis de la pièce, sentant comme si chaque pas demandait un effort énorme. Dans le couloir, je trouvais Richard qui attendait, les yeux rouges, le visage marqué par des larmes qu'il n'essayait même pas de cacher. « Qu'est-ce qu'il t'a dit » demanda-t-il à voix basse. « La vérité, finalement, » répondis-je. « Il a tout fait pour l'argent. Notre mort n'était qu'un moyen pour lui d'avoir la vie qu'il mérite. » Richard ferma les yeux, une profonde douleur tordant son visage. Comment n'avons-nous rien vu? Comment n'avons-nous pas vu ce qu'il est devenu? Je n'avais pas de réponse. La même question me tourmentait. Comment des parents qui avaient été présents à chaque moment important, qui avaient célébré chaque réussite, qui avaient enseigné des valeurs et des principes, avaient-ils pu élever quelqu'un capable de planifier froidement le meurtre de ses propres parents? Nous avons quitté le commissariat en silence, nous dirigeant vers l'hôtel où nous passerions les prochaines nuits. En chemin, Richard parla peu, absorbé dans ses propres pensées. Je savais qu'il revivait chaque moment de l'éducation d'Alexandre, cherchant le point exact où quelque chose avait mal tourné. À l'hôtel, un endroit simple mais confortable dans le centre-ville, nous avons demandé une chambre avec 2 lits simples. Aucun de nous ne l'a mentionné, mais nous savions tous les deux que nous avions besoin de notre propre espace cette nuit-là. La douleur était trop personnelle, trop profonde pour être partagée, même après tant d'années ensemble. Je me suis couché, épuisé, mais le sommeil ne venait pas. Des images d'Alexandre enfant se mêlaient à la vision de lui, mettant du poison dans le vin, créant un cauchemar éveillé dont je ne pouvais m'échapper. Quand je me suis finalement endormi, ce fut un sommeil agité, rempli de rêves confus, où je courais dans des couloirs sans fin, poursuivi par des ombres au visage de mon fils. Je me suis réveillé en sursaut au son du téléphone. C'était le commissaire Salas. « Madame Thérèse, désolé de vous appeler si tôt. Nous avons besoin que vous veniez au commissariat dès que possible. Il y a eu un développement dans l'affaire. » Le ton grave de sa voix m'a alarmé. « Il s'est passé quelque chose ? Je préfère vous l'expliquer en personne. Il vaut mieux que vous veniez au plus vite. » J'ai réveillé Richard et lui ai parlé de l'appel. En 30 minutes, nous étions au commissariat, conduits directement au bureau du commissaire. Salas nous a accueillis avec une expression grave. « Monsieur et madame, merci d'être venus si vite. J'ai des nouvelles compliquées. »« Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda Richard d'une voix tendue. « Sophie a demandé à faire une déclaration complète, en échange d'une réduction de peine. Elle est prête à témoigner contre votre fils. » Je sentis une boule se former dans ma gorge. Qu'a-t-elle dit? Selon elle, le plan initial était seulement de vous voler, de détourner de l'argent des comptes, d'obtenir des procurations pour contrôler vos biens. L'idée de vous éliminer physiquement n'est apparue que ces derniers mois, quand Alexandre a réalisé que vous pourriez découvrir les détournements. Richard serra ma main fermement. Elle affirme également, continua le commissaire, qu'Alexandre prévoyait de la tuer, elle aussi, après votre mort. Et une fois qu'il aurait accès à tout l'argent, la révélation tomba comme une bombe. Mon fils prévoyait de tuer sa propre femme, murmurai-je. Selon elle, oui, elle a trouvé des messages de lui avec une autre femme, discutant de la façon dont il se partagerait l'argent après que le problème Sophie serait résolu. 18. Je fermais les yeux, essayant d'absorber cette nouvelle couche d'horreur. Il ne suffisait pas de planifier notre mort. Alexandre était prêt à éliminer quiconque se mettrait entre lui et l'argent. « Il y a plus », dit Salas, son ton encore plus grave. « Nous avons analysé la poudre qu'il a mise dans le vin. C'est un mélange de sédatifs puissants et d'une substance appelée laurier rose, extrêmement toxique, qui provoque un arrêt cardiaque. Et nous avons trouvé des preuves qu'il avait déjà essayé auparavant. »« Comment ça ?» demanda Richard. « Des échantillons de vos cheveux, Madame Thérèse, ont révélé des traces de la même substance, probablement administrée à petite dose pour simuler des problèmes de santé naturelle. Cela expliquerait les pertes de mémoire qu'il prétendait que vous aviez. Ce n'étaient pas des défaillances, c'étaient des symptômes d'un empoisonnement progressif. » La pièce sembla tourner autour de moi. Je me suis agrippé au bord de la table pour me stabiliser alors que la cruelle réalité me frappait. Mon fils avait déjà commencé à m'empoisonner, lentement, méthodiquement. « Depuis combien de temps ?» réussis-je à demander. C'est difficile à dire, mais d'après les échantillons, au moins 3 mois. 3 mois. Je repassais mentalement les petits signes que j'avais ignorés. Des maux de tête plus fréquents, des moments de vertige, des nuits d'insomnie. J'avais tout mis sur le compte du stress, de l'âge, n'imaginant jamais que j'étais lentement empoisonné par mon propre fils. « Et monsieur Richard ?» demanda le commissaire en se tournant vers mon mari. « Je me sens bien, répondit-il, confus. Néanmoins, nous recommandons des examens toxicologiques.
Si madame était une cible, il est possible qu'il ait aussi commencé à agir contre vous. Nous avons quitté le commissariat encore plus secoués qu'auparavant. L'idée qu'Alexandre ne prévoyait pas seulement de nous tuer, mais avait déjà commencé le processus, était insupportable. Chaque repas que nous avions partagé ces derniers mois, chaque tasse de café qu'il avait gentiment préparée, chaque médicament qu'il m'avait rappelé de prendre, tout aurait pu faire partie de son plan macabre. « Nous allons à l'hôpital maintenant », insista Richard. « Nous devons vérifier s'il y a des dommages permanents. » À l'hôpital, nous avons été pris en charge en priorité après avoir expliqué la situation. Les médecins ont effectué une batterie d'examens, prélevé des échantillons de sang et de cheveux et nous ont admis pour observation pendant 24 heures. Les résultats, quand ils sont arrivés, ont confirmé les soupçons. J'avais des niveaux détectables de la toxine du laurier rose dans mon organisme, bien que pas assez pour causer des dommages permanents. Richard était indemne, suggérant qu'Alexandre s'était concentré sur moi en premier, probablement parce qu'en tant que femme ayant des antécédents de problèmes de santé, j'avais eu un cancer du sein des années auparavant. Ma mort semblerait moins suspecte. « Vous avez eu de la chance, madame », expliqua le médecin. « L'empoisonnement progressif a été interrompu avant de causer des dommages irréversibles. Avec un traitement approprié et du temps, votre corps éliminera complètement la toxine. De la chance. » C'était un mot étrange pour décrire la situation. J'avais eu de la chance parce que j'avais découvert que mon fils m'empoisonnait avant qu'il ne réussisse à me tuer. Dans les jours qui ont suivi, l'affaire a pris des proportions que nous n'avions jamais imaginées. L'histoire du fils qui a planifié d'assassiner ses parents pour l'héritage a attiré l'attention des médias nationaux. Des journalistes campaient devant l'hôtel où nous séjournions. Ils appelaient constamment, tentaient par tous les moyens d'obtenir une déclaration de notre part. Nous avons refusé toutes les interviews, toutes les apparitions. Notre douleur était trop profonde, trop personnelle pour être transformée en spectacle public. Maître Lucie, notre avocate, est devenue notre porte-parole officielle, gérant tous les aspects juridiques et tenant la presse à distance. C'est elle qui nous a appris qu'Alexandre serait accusé de tentative d'homicide qualifiée avec les circonstances aggravantes d'empoisonnement, de préméditation et de mobile crapuleux. S'il était reconnu coupable, il risquait des décennies de prison. Une semaine après l'arrestation d'Alexandre et de Sophie, nous nous sommes enfin sentis assez en sécurité pour rentrer chez nous. La police avait retiré tout le matériel de surveillance, mais avait installé un système d'alarme directement relié au commissariat. Juste par précaution, comme l'a dit le commissaire Salas. Rentrer dans cette maison fut l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais faites. Chaque pièce contenait des souvenirs, certains beaux, d'autres, maintenant souillés par la connaissance de ce qu'Alexandre était devenu. Dans le salon, les photos de famille semblaient se moquer de nous. Alexandre enfant, souriant le jour de sa première rentrée. Alexandre adolescent, fier avec son trophée de natation. Alexandre adulte, à son mariage avec Sophie. Des moments qui capturaient une vie que nous savions maintenant avoir été, du moins en partie, une illusion. Richard a marché lentement dans la maison, touchant des objets, regardant des photos, comme s'il essayait de réconcilier le passé heureux avec le présent dévastateur. « Nous devons déménager », dit-il finalement. « Je ne peux pas vivre ici en sachant ce qui s'est passé dans cette cuisine, dans cette maison. » J'acquiesçais en silence. La maison, qui avait été notre refuge pendant des décennies, était maintenant imprégnée de trahison et de danger. Cette nuit-là, allongé dans notre lit, main dans la main dans l'obscurité, Richard a exprimé la pensée qui me tourmentait. Arriverons-nous un jour à comprendre ce qui s'est passé? Comment notre fils s'est-il transformé en ça? Je ne sais pas, répondis-je honnêtement. Peut-être que certaines choses n'ont pas d'explication. Peut-être que certaines personnes choisissent simplement le mauvais chemin. Peu importe comment elles ont été élevées. Nous lui avons parlé, Thérèse, tant de fois, de l'honnêteté, du travail acharné, de la famille. Comment cela n'a-t-il pas suffi? Peut-être que pour certaines personnes, rien n'est jamais suffisant. Peut-être que le vide en elles ne peut jamais être comblé. Nous sommes restés silencieux un long moment, chacun absorbé dans ses propres pensées. Finalement, Richard a de nouveau parlé. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comment on avance après ça? Oui, c'était la question que je me posais moi-même. Comment reconstruire une vie quand ses fondations mêmes ont été détruites? Comment faire confiance à nouveau quand la trahison est venue de celui que nous aimions le plus? Un jour à la fois, répondis-je en lui serrant la main. Nous recommençons, ailleurs, en nous appuyant l'un sur l'autre. Dans les semaines qui ont suivi, nous avons mis la maison en vente, commencé à chercher un nouveau logement et essayé, d'une manière ou d'une autre,
de reconstruire un semblant de normalité. Nous avons trouvé un petit appartement dans le centre-ville, complètement différent de la maison spacieuse où nous avions élevé Alexandre, et avons commencé lentement à y transférer uniquement les objets qui ne portaient pas de souvenirs douloureux. Pendant ce temps, l'affaire judiciaire progressait. Sophie a conclu un accord avec le parquet, acceptant de témoigner contre Alexandre en échange d'une peine réduite. Alexandre, de son côté, s'est maintenu dans son déni des accusations les plus graves, affirmant que tout n'était qu'un malentendu familial et que les preuves avaient été manipulées. 2 mois après son arrestation, nous avons reçu une lettre de lui, de la prison. Richard voulait la brûler sans la lire, mais quelque chose en moi avait besoin de savoir ce qu'il avait à dire. La lettre était courte, écrite avec l'écriture familière que je reconnaîtrais n'importe où. « Maman, papa, je sais que vous ne voulez probablement plus entendre parler de moi, mais je dois dire ceci. Tout ce que j'ai fait, c'était par amour. Oui, je voulais l'argent, je voulais la liberté, mais je voulais aussi vous épargner la souffrance de vieillir, de devenir dépendant, de perdre votre dignité. Je n'attends pas de pardon. Je sais que ce que j'ai fait est impardonnable à vos yeux, mais je veux que vous sachiez que ce n'était pas par haine. C'était par ambition, oui, par cupidité peut-être, mais aussi par une forme tordue d'amour. Un jour, quand vous serez prêt, j'aimerais vous revoir. D'ici là, sachez que, malgré tout, je reste votre fils, Alexandre. » J'ai lu la lettre 3 fois, essayant de trouver de la sincérité dans les mots, une trace du fils que j'avais connu. Mais tout ce que j'ai vu, c'était plus de manipulation, plus de tentatives de justifier l'injustifiable. « Par amour », murmurai-je en pliant la lettre. Il a essayé de nous tuer par amour. Richard, qui a finalement décidé de la lire aussi, secoua la tête avec tristesse. Il ne comprend toujours pas. Peut-être qu'il ne comprendra jamais. J'ai rangé la lettre dans un tiroir et n'ai jamais répondu. Peut-être un jour, quand la douleur ne serait plus aussi vive, quand je pourrais penser à Alexandre sans ressentir ce mélange dévastateur d'amour et de trahison, je trouverai les mots pour répondre. Mais pas maintenant. Pas tant que la blessure saignait encore. Les mois suivants passèrent dans un flou de procédures judiciaires, de séances avec des psychologues et de la tâche ardue de reconstruire nos vies. Nous avons vendu la maison à un prix inférieur à celui du marché. Nous voulions nous en débarrasser au plus vite et nous nous sommes installés dans l'appartement du centre-ville. Il était plus petit, plus simple, mais il ne portait pas le poids des souvenirs douloureux. Le procès d'Alexandre devait commencer dans 3 mois. Le parquet avait un dossier solide avec des preuves abondantes. Les messages textes, les vidéos de la maison, les examens toxicologiques confirmant l'empoisonnement progressif. Le témoignage de Sophie, les documents falsifiés. La condamnation semblait certaine. Pourtant, l'idée de témoigner contre mon propre fils me terrifiait. Comment allais-je m'asseoir dans ce tribunal et raconter au monde comment il avait méthodiquement planifié notre mort? Comment allais-je le regarder dans les yeux tout en scellant son destin? Richard et moi en avons longuement discuté avec notre thérapeute, le docteur Martin, que nous avions commencé à voir chaque semaine après toute la tragédie. « Vous n'êtes pas responsable de ces choix », nous rappelait-il constamment. « Témoigner n'est pas une trahison, c'est simplement dire la vérité. » « Mais c'est notre fils, » argumentait Richard. « Malgré tout, il reste notre fils. »« Oui, c'est votre fils. Et c'est aussi un homme adulte qui a pris des décisions terribles. Les deux réalités peuvent coexister. » Un après-midi, alors que je rangeais des cartons que nous n'avions pas encore déballés dans le nouvel appartement, je suis tombé sur un vieil album photo. Je me suis assise par terre et j'ai commencé à le feuilleter lentement. C'étaient des photos d'Alexandre, bébé, puis enfant, puis adolescent, toujours souriant, toujours entouré de notre amour. Sur une photo en particulier, il avait environ 5 ans et tenait fièrement un dessin qu'il avait fait. 3 bonshommes en bâton représentant notre famille avec un soleil souriant au-dessus. « Pour la meilleure maman du monde », disait le dessin en lettres d'enfant tordues. Les larmes sont venues, incontrôlables. Où était cet enfant maintenant? À quel moment cette créature aimante s'était-elle transformée en quelqu'un capable de planifier la mort de ses propres parents? Richard m'a trouvé ainsi, pleurant sur l'album ouvert. Sans un mot, il s'est assis à côté de moi et m'a serré dans ses bras. Nous sommes restés là, pleurant tous les deux la perte du fils que nous aimions. Pas sa mort physique, mais la mort de ce que nous pensions qu'il était. La semaine suivante, nous avons reçu une visite inattendue. Estelle, mon amie de la bibliothèque qui m'avait aidé à documenter les preuves contre Alexandre, apporta un dossier avec de vieilles coupures de journaux. « Thérèse, Richard », commença-t-elle hésitante.
J'ai trouvé quelque chose que vous devez voir. Les coupures provenaient d'un petit journal d'une ville du sud du pays, datant de 5 ans. Les titres criaient « Personne âgée décède dans des circonstances mystérieuses. Sa nièce hérite d'une fortune. La police enquête sur une mort suspecte, mais classe l'affaire faute de preuves. » « Qu'est-ce que c'est ?» demandai-je, confuse. « Regarde la photo. » Estelle a pointé du doigt l'image d'une jeune femme interviewée. C'était Sophie, quelques années plus jeune, mais indubitablement elle. Avant de s'appeler Sophie et de déménager à Lyon, elle était connue sous le nom de Caroline dans cette petite ville. Et l'homme qui est mort mystérieusement était son oncle, qui l'a élevée après la mort de ses parents. Richard prit les coupures, lisant rapidement. Elle a tout hérité. La police a suspecté un empoisonnement, mais n'a pas pu obtenir de preuves concluantes. Exactement, confirma Estelle. Et savez-vous quelle était la substance suspectée? Le laurier rose, répondis-je, sentant un frisson me parcourir le dos. Estelle hocha la tête gravement. Le même poison qu'ils ont trouvé dans ton organisme, Thérèse. Le même qu'Alexandre a mis dans le vin. L'implication était claire et dévastatrice. Sophie n'était pas seulement la complice d'Alexandre, elle était probablement l'instigatrice, celle qui avait apporté l'idée, enseigné la technique, qui avait déjà fait ça auparavant. « Pourquoi nous montres-tu ça maintenant ?» demanda Richard. « Parce que son accord avec le parquet est presque finalisé, » expliqua Estelle. « Elle ne va passer que quelques années en prison en échange de son témoignage contre Alexandre. Ce n'est pas juste, n'est-ce pas, alors qu'elle a probablement déjà tué avant. Nous avons apporté cette découverte à Maître Lucie, notre avocate, qui a immédiatement contacté le procureur en charge de l'affaire. Les enquêtes ont été rouvertes, à la fois sur la mort de l'oncle de Sophie et sur d'éventuels autres cas similaires dans son passé. En quelques semaines, l'accord de Sophie était suspendu et elle faisait face à des accusations supplémentaires. La police a trouvé dans son appartement un journal intime détaillant non seulement le plan pour nous tuer, mais aussi des notes sur la mort de son oncle et des plans pour éliminer Alexandre après avoir eu accès à notre argent. Le tableau qui s'est dessiné était encore plus sombre que nous ne l'imaginions. Sophie était une sociopathe calculatrice qui avait trompé Alexandre, le manipulant pour qu'il planifie notre mort. Elle l'avait utilisé comme un outil, avec l'intention de s'en débarrasser dès qu'elle obtiendrait ce qu'elle voulait. Alexandre, en apprenant cela lors d'une audience préliminaire, s'est effondré. Selon son avocat, il a finalement réalisé l'ampleur de la manipulation dont il avait été victime, bien que cela ne l'exonère pas de sa culpabilité pour avoir activement participé au plan. C'est à ce moment-là que nous avons pris une décision difficile. Nous allions rendre visite à Alexandre en prison, pas pour le pardon ou la réconciliation. Il était trop tôt pour ça, si jamais c'était possible, mais pour regarder la vérité en face, pour essayer de comprendre. La prison était un lieu froid et oppressant. Nous avons suivi un gardien dans des couloirs gris jusqu'à une petite salle de visite où nous avons attendu dans un silence tendu. Quand la porte s'est ouverte et qu'Alexandre est entré menotté et vêtu de l'uniforme orange des détenus, mon cœur s'est serré. Il avait perdu du poids. Son visage était pâle, avec des cernes profonds. Il semblait beaucoup plus vieux que ses 35 ans. Quand il nous a vus entrer, des larmes ont immédiatement commencé à couler sur son visage. « Maman, papa !» murmura-t-il d'une voix rauque. « Nous sommes venus », répondit simplement Richard en s'asseyant. Il n'y avait pas grand-chose à dire. Le gouffre entre nous était trop vaste pour être comblé par des mots. Mais être là, offrir ce petit réconfort humain, semblait important pas seulement pour Alexandre, mais aussi pour nous. « Je suis tellement désolé, dit-il finalement, pour tout. Je sais que ça ne veut rien dire après ce que j'ai fait, mais je dois le dire. » Je l'ai regardé, remarquant les bandages sur ses poignets. « Pourquoi as-tu essayé de te suicider ?» demandai-je directement. Il regarda ses propres mains bandées. « Parce que j'ai enfin compris l'ampleur de ce que j'ai fait. Pas seulement le plan, les mensonges, la manipulation, mais à quel point je vous ai blessé, à quel point j'ai tout détruit. Et j'ai réalisé que je ne pourrais jamais réparer ça. Pour la première fois depuis que tout était arrivé, je vis quelque chose dans ses yeux qui semblait authentique. Pas de la manipulation, pas de l'apitoiement, mais une réelle compréhension de la douleur qu'il avait causée. « Tu as raison, » dit Richard, sa voix douce mais ferme. « Certaines choses ne peuvent pas être réparées, mais ça ne veut pas dire que tu dois abandonner. »« Pourquoi? Qu'est-ce qu'il me reste ?»« La vie, » répondis-je simplement. « Imparfaite, difficile, entre ces murs pendant de nombreuses années, mais quand même la vie. La chance de peu, être un jour en faire quelque chose de bien. Nous ne sommes restés qu'une demi-heure. Nous n'avons pas promis de revenir régulièrement,
ni offert un pardon facile. Nous nous sommes juste dit au revoir, laissant en suspens la possibilité, aussi mince soit-elle, d'une sorte de relation future. Sur le chemin du retour, Richard et moi sommes restés silencieux un long moment, digérant la visite, les émotions contradictoires qu'elle avait suscitées. « C'était la bonne chose à faire ?» demanda-t-il finalement. « Je ne sais pas s'il y a une bonne chose dans des situations comme celle-ci, » répondis-je. « Je sais juste que je ne regrette pas d'y être allé. » 4 ans après avoir découvert la conspiration contre nos vies, Richard et moi avons célébré nos 45 ans de mariage. Nous avons décidé de ne rien faire de grandiose. Juste un dîner tranquille à la maison avec les quelques amis qui sont restés à nos côtés pendant toute la tempête. Pendant le dîner, en regardant Richard raconter une histoire qui a fait rire tout le monde, j'ai réalisé quelque chose d'important. Nous étions de nouveau heureux. Pas de la même manière qu'avant, il y avait des cicatrices qui ne disparaîtraient jamais complètement, mais d'une manière plus profonde, plus consciente. Nous avions affronté le pire que la vie pouvait offrir, et nous avions survécu. Nous avions reconstruit quelque chose à partir du chaos, trouvé un sens après la destruction, et être le plus important, nous avions choisi de ne pas laisser la trahison empoisonner le reste de nos vies. Alexandre était toujours en prison, où il passerait encore de nombreuses années. Après sa tentative de suicide, il semblait avoir trouvé une sorte de but. Il a commencé à étudier le droit grâce à un programme pour détenus, avec l'idée d'aider éventuellement d'autres détenus. Nous lui rendions visite occasionnellement, pas souvent, mais assez pour maintenir un lien ténu. Sophie purgeait sa peine dans une prison de haute sécurité, refusant tout contact avec nous. D'après ce que nous avons entendu, elle continuait de nier toute responsabilité pour tous ses crimes, rejetant toujours la faute sur les autres. Quant à nous, nous avons appris à porter notre histoire sans la laisser nous définir complètement. Lorsque nous rencontrions de nouvelles personnes, la vérité finissait par éclater. Notre ville n'était pas si grande et l'affaire avait été notoire. Mais nous avons découvert que la plupart des gens étaient compatissants, respectueux de notre douleur. Certaines nuits, je me réveille encore en sursaut, me souvenant de ce moment dans la boutique d'électronique où Julien a tourné l'écran du téléphone vers moi et où mon monde s'est effondré. Parfois, Richard fait encore des cauchemars où Alexandre réussit à mener son plan à bien. Mais ces ombres du passé apparaissent moins fréquemment maintenant, dépassées par la lumière du présent. Les petites joies du quotidien, les nouveaux amis, les passe-temps redécouverts, l'amour qui a survécu à l'impensable. Le soir de notre 45 anniversaire de mariage, après le départ de tous les invités, Richard et moi nous sommes assis sur le balcon de notre appartement, contemplant le ciel étoilé. « Qui l'eût cru ?» commenta-t-il en me tenant la main. « Qu'après tout ça, nous serions ici, ensemble, des survivants. » J'ai souri en lui serrant la main. « Plus que ça, » corrigea Richard. « Des vivants. » Et il avait raison. Nous ne faisions pas que survivre. Nous vivions, pleinement, consciemment, reconnaissants. Nous avions appris de la manière la plus dure que la vie est fragile, que les relations les plus intimes peuvent cacher de terribles secrets, que la trahison peut venir de là où on l'attend le moins. Mais nous avons aussi appris que la force humaine est extraordinaire, qu'il est possible de recommencer, même après la pire des dévastations, que l'amour, le vrai amour, pas la version tordue qu'Alexandre prétendait ressentir, peut survivre même aux pires tempêtes. 5 ans après cet après-midi fatidique dans la boutique d'électronique, je regarde en arrière et je vois non seulement la tragédie, mais aussi la croissance qui en a découlé. Je n'ai pas choisi ce chemin, je n'ai pas demandé cette douleur, mais j'ai accepté le défi de reconstruire, de trouver un sens, de continuer à aimer malgré tout. Et c'est être ça, la plus grande victoire. Ne pas laisser la haine, l'amertume ou la peur définir qui je suis. Choisir chaque jour la compassion, le courage et l'espoir, même en sachant à quel point le monde peut être sombre. Julien, sans le savoir, m'a donné plus que la chance de survivre physiquement cet après-midi-là. Il m'a donné la chance de découvrir une force que je ne savais pas que j'avais. La force non seulement de déjouer une conspiration, mais de reconstruire une vie à partir de zéro, d'aimer à nouveau, de faire confiance malgré les cicatrices. Et pour cela, je lui serai éternellement reconnaissante. Maintenant, si vous avez aimé cette histoire, cliquez sur s'abonner et dites-moi dans les commentaires quelle partie vous a laissé bouche bée. Ah, et n'oubliez pas de devenir membre pour avoir accès à des vidéos exclusives que je ne publie pas ici. Je vous y attends.